Ok, on part à San Antonio, Texas, en 2014. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lisa. Ok, au moment des faits, Lisa fait un petit job d'été en périphérie de la ville. Elle précise pas vraiment ce que c'est, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la périphérie de San Antonio, c'est pas hyper bien famé le soir. Surtout lorsqu'on est une jeune femme seule et qu'on mesure 1m50. Or, il se trouve que Lisa est justement une femme et qu'elle mesure 1m50 et que pour rentrer chez elle, elle doit traverser les quartiers un peu bizarres et malfamés de la périphérie de San Antonio. Mais bonne nouvelle, elle se débrouille toujours pour se faire accompagner en voiture par un collègue. Et justement, notre histoire se déroule l'un de ces soirs-là, un des soirs où Lisa termine sa journée à 23h. Dans les locaux, il n'y a plus personne à part un collègue et en la voyant remballer ses affaires, il lui propose naturellement de la ramener et Lisa accepte comme d'habitude parce que ce serait de la folie de rentrer seule à cette heure-ci. Enfin, du moins, elle devrait accepter, mais ce soir-là, elle va faire une exception. Elle va refuser tout simplement parce qu'elle en a marre de dépendre des gens et que pour une fois, elle a envie de se sentir un peu indépendante. Ce qui s'entend, et en plus de ça, après tout, c'est une belle nuit d'été, il fait chaud, il y a que 10 minutes de marche pour rejoindre son domicile. Et après tout, 10 minutes de marche, c'est rien, qu'est-ce qui pourrait lui arriver de mal, n'est-ce pas ? Elle dit au revoir à son collègue, passe la tête en dehors du bâtiment, sort et commence à arpenter la rue déserte et complètement silencieuse. Tout ce qu'elle a à faire, c'est remonter la grande avenue pendant 10 minutes, de rejoindre l'artère passante où il y a du monde et d'attraper un métro. Et bonne nouvelle, la grande avenue qu'elle doit remonter pour rejoindre la grande artère est déserte. Au début, elle marche au milieu des entrepôts et puis à mesure qu'elle avance, les bâtiments laissent place à ce qu'on appelle des blocs, c'est-à-dire des résidences pavillonnaires, avec des jardins, des arbres, des voitures, et l'environnement devient naturellement un petit peu plus espacé. Lisa marche tête haute d'un pas sûr, mais quand même aux aguets, les oreilles attentives. Elle lève les yeux au ciel et parvient à voir quelques étoiles. La nuit est magnifique, chaude et humide, comme celle qui précède les orages. On entend même les grillons, c'est une magnifique nuit, et Lisa commence à se détendre un peu. Et je vous invite pour le moment à faire comme elle. Bienvenue dans le style. Elle a parcouru à peu près 300 mètres, elle passe un bloc puis un autre, ne croise toujours personne. Au loin, elle voit les lueurs orangées de la grosse artère principale qui teinte le ciel de la ville. Elle entend les moteurs bourdonner et quelques sirènes de police se perdre dans la nuit. Et cette grosse artère, c'est justement l'endroit qu'elle doit rejoindre pour attraper un métro et rentrer chez elle. Elle regarde sa montre, bonne nouvelle, il lui reste à peu près 7 minutes de marche, et 7 minutes c'est rien. En 7 minutes, qu'est-ce qui pourrait lui arriver de mal ? Elle continue de marcher, passe un 3e bloc et reporte son regard sur la rue, et là, elle aperçoit au loin une silhouette. La silhouette d'un homme qui marche en sens inverse et qui arrive donc vers elle. Lisa se dit, tiens, merde, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai décidé de rentrer seule ? Et puis elle se raisonne, elle se dit qu'elle est complètement parano, que c'est du délire et que c'est juste un homme qui se balade seul dans la nuit et qu'aux dernières nouvelles tout le monde a le droit de se balader seul dans la nuit, elle compris, lui compris, et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et elle a raison de penser ça, le problème c'est que malgré cet argument, Lisa, elle le sent pas trop. À vrai dire, elle ressent un truc, et ce truc c'est ce qu'on appelle un malaise. Un malaise indéchiffrable à la vue de cet homme qui est encore loin, un malaise qu'elle n'a jamais ressenti avant. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne peut pas dire comment, mais cet homme situé à une 50aine de mètres dégage quelque chose d'étrange, quelque chose qui la met très mal à l'aise et qui met tous ses sens en alerte. À mesure qu'il s'approche, elle constate que l'homme est jeune, environ 25 ans, de longs cheveux blonds hirsutes dans lesquels se reflète le clair de lune. Le type ressemble à un surfeur, plutôt mignon et propre sur lui. Le genre de type qui n'a rien à faire là à cette heure-ci, le genre de type qui ne peut pas être un tordu, le genre de type qui ne peut pas être une menace. Et pourtant Lisa en est sûre, avec cet homme, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui va pas avec lui, il y a un truc pas net autour de cette personne, elle le sent à sa posture, à son regard, à sa démarche. Ce jeune homme possède une aura malsaine. Et le problème c'est qu'ils sont sur le même trottoir et qu'il marche vers elle et donc qu'elle marche vers lui. Et plus elle avance, moins elle sent ce type. Mais elle continue d'avancer, elle est bien obligée parce qu'après tout c'est par là qu'elle va et qu'elle va pas faire demi-tour en courant, ça n'aurait aucun sens. Alors, elle avance. Pas après pas, mètre après mètre. La silhouette du jeune homme devient de plus en plus grande à mesure qu'il s'approche et fatalement Lisa, quant à elle, se sent de plus en plus petite. Ils sont maintenant à une 20aine de mètres l'un de l'autre. Lisa se force à marcher le plus vite possible pour le croiser et le dépasser le plus vite possible, mais arrivée à 5 mètres de lui, elle ne sait pas pourquoi, mais elle se fige.
Impossible d'aller plus loin, son corps refuse juste de faire un pas de plus en direction du jeune homme qui la regarde d'où il est, de toute sa hauteur, et qui s'est lui aussi arrêté. Immédiatement, elle se dit que c'est ridicule, elle commence même à rougir, gênée par son propre comportement. Alors elle se remet en marche, mais elle décide de traverser la rue, juste au cas où. Lisa arrive donc sur l'autre trottoir, mais problème, elle ne l'a pas encore croisé et donc elle ne l'a pas encore dépassé. Et deuxième problème, et autrement plus terrifiant, c'est que l'homme se met à traverser la rue et qu'il se retrouve donc juste en face d'elle. Et puis il commence à avancer lentement dans sa direction, mais là, Lisa, ça lui plaît pas du tout. Ça lui plaît tellement pas qu'elle va hurler et qu'elle va hurler un truc du genre « Tu t'approches pas de moi, sinon je te défonce ». Et sur le coup, elle est la première étonnée. Elle sait pas où elle était chercher cette autorité et ce courage. Elle s'est jamais entendue parler comme ça, mais toujours est-il que l'homme en face d'elle semble également surpris. Si bien qu'il s'arrête et qu'il commence à la dévisager en mode « Waouh, ok ». Et au bout de longues secondes, il va juste lui dire « Écoute, n'aie pas peur, je te veux aucun mal ». Ce à quoi Lisa va répondre « Comment ça, n'aie pas peur ? De 1, j'ai pas peur, et de 2, casse-toi ». L'homme va paraître encore une fois surpris et va encore se mettre à la dévisager pendant encore de longues secondes. Et puis il va lui dire ça. Écoute, je suis vraiment désolé si je te parais bizarre, je viens de me faire agresser, je suis désorienté, on m'a volé mon téléphone et mon portefeuille et j'ai vraiment besoin de passer un coup de fil pour qu'on vienne me chercher. Est-ce que je peux t'emprunter ton tel s'il te plaît ? Et là tout s'explique, Lisa est super soulagée. Elle redescend, elle lui dit écoute, y a pas de souci, il y a une station-service à 100 mètres derrière moi, ils sont encore ouverts, ils te laisseront appeler sans problème. Et puis désolé de t'avoir hurlé dessus, mais sur le coup j'avoue que tu m'as un petit peu fait peur. Et là l'homme la remercie, il passe son chemin, et puis l'histoire se termine là, avec comme morale qu'il ne faut pas juger quelqu'un à son apparence. Enfin, l'homme devrait la remercier et passer son chemin, l'histoire devrait se terminer là, avec comme morale qu'il ne faut pas juger quelqu'un à son apparence. Mais c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe à la place, c'est que le jeune homme lui dit « Écoute, j'ai trop bu, je suis pas du coin, je vais me perdre. Est-ce que tu peux m'accompagner ?» Là, tout doucement, les voyants de Lisa sont en train de passer du orange au rouge. Et il passe au rouge pour plusieurs bonnes raisons. Il passe au rouge parce que pour un homme qui a trop bu, ce type parle parfaitement. Et que pour un type qui est pas du coin, ce type a un accent qui semble vraiment être du coin. Et surtout parce que, en fait, c'est Lisa qui a été obligée d'entamer la conversation. Et ça colle pas, parce que si cet homme avait réellement eu besoin d'aide, c'est lui qui aurait parlé en premier et qui aurait demandé de l'aide, mais là c'est elle qui l'a fait parce qu'elle avait peur. Et à vrai dire, c'est vrai, son histoire elle tient debout, elle est presque plausible, mais tous ces petits détails mis bout à bout, ça commence vraiment à sentir mauvais. Ok, Lisa, elle sent qu'il y a un truc qui cloche, elle a pas envie de rester trop là, donc elle commence à broder, elle commence à lui dire qu'elle est pressée, mais le jeune homme insiste encore une fois, et Lisa lui dit encore une fois d'aller à la station. Mais le type lui promet, lui jure sur tout ce qu'il a qu'il va pas lui faire de mal et qu'il a vraiment besoin d'aide. Et là, il commence à marcher vers Lisa. Et là, il fait un pas. Il fait un pas vers elle, et il le fait délicatement. Il le fait un peu trop délicatement, un peu comme s'il essayait d'approcher un chat qu'il a pas envie de faire fuir. Et il répète encore une fois qu'il a besoin d'aide. Et Lisa, instinctivement, elle va faire un pas en arrière et lui redire de lui foutre la paix. Mais, à ce moment précis, Lisa réalise qu'elle vient de faire une erreur. Une énorme erreur. En faisant ce pas en arrière, elle vient de montrer qu'elle avait peur. Et le jeune homme semble l'avoir senti parce que tout naturellement, en réaction, il va faire un nouveau pas en avant vers elle. Et là, Lisa, elle en peut plus de tergiverser, elle lui dit « Écoute, fous-moi la paix ». Elle retraverse la rue en gardant un œil sur l'homme au cas où, et elle le prévient au passage en lui disant un truc, et ce truc c'est « Écoute, il y a un flic qui est posté là tous les soirs, en vélo, à un pâté de maison d'ici ». Et le truc c'est que c'est vrai, il y a vraiment un flic posté là en vélo à cet endroit. Et Lisa le sait parce qu'elle le voit tous les soirs où elle finit à 18h et qu'elle le voit aussi tous les soirs lorsqu'elle finit à 23h et qu'elle se fait ramener en voiture. Du coup elle en est sûre, il y a ce flic posté pas loin à un pâté de maison. Et elle précise que s'il lâche pas l'affaire, elle va hurler et que si elle hurle très fort, le policier va l'entendre et qu'il faudra que tu t'expliques avec lui mon coco. Donc encore une fois, va-t'en, va à la station et fous-moi la paix. Et là le jeune homme se fend d'un petit sourire et répond simplement « Ok, si tu le dis ».
Et là, devant cette réponse, Lisa, elle ressent une désagréable ambiguïté parce qu'elle sait pas vraiment si le jeune homme a dit ça en mode « Ok, je vais à la station, pas de souci » ou en mode « Ok, il y a un policier, et alors est-ce qu'il aura vraiment le temps d'intervenir si je te fais quelque chose ?» Et ce questionnement, il est un peu embêtant parce que la réponse peut absolument tout changer, mais toujours est-il que l'homme reste sur place, de l'autre côté de la rue. Alors Lisa, elle prend son courage à deux mains et elle décide de mettre un terme à cette interaction sociale qui a duré bien trop longtemps et qui était bien trop gênante. Elle se met en marche, avance, elle passe au niveau de l'homme posté sur le trottoir d'en face sans le quitter des yeux, le dépasse, avance encore sur une vingtaine de pas, jette un regard par-dessus son épaule. Ok, il a pas bougé, il est toujours au même endroit, il la regarde mais il a pas l'air vraiment décidé à bouger. Ok, on est bon. Lisa s'éloigne, l'homme est toujours immobile, les yeux rivés sur elle. Mais maintenant, il est loin. Elle avance encore de quelques pas, un dernier regard par-dessus l'épaule. Mais oups, l'homme a totalement disparu. Lisa ne peut voir que la rue qui est à nouveau déserte. Et là elle se dit dans un premier temps merde, et dans un second temps elle se dit bon, il y a deux possibilités. La première et la plus probable, c'est que l'homme a passé son chemin et a tourné à l'intersection en direction de la station-service, comme prévu. Et du coup, c'est assez logique qu'on le voit plus. Sauf que le truc qui va pas avec cette possibilité, c'est que Lisa n'a tourné la tête que quelques secondes, et du coup, s'il a disparu, ça veut dire qu'il a dû courir très très vite, extrêmement vite pour sortir de son champ de vision en quelques secondes, et ça, c'est pas hyper probable parce que pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Pourquoi est-ce qu'il se mettrait à sprinter en direction de la station-service? Ce qui amène Lisa à la deuxième possibilité qui est beaucoup moins drôle et qui est que l'homme a traversé la route pour se cacher derrière elle, sur le même trottoir. Mais ça, c'est pas hyper probable non plus parce qu'elle l'aurait entendu, et c'est alors qu'une troisième possibilité se dessine lentement dans l'esprit de Lisa. Une troisième possibilité vraiment pas cool. En regardant le trottoir d'en face, elle constate qu'il y a beaucoup d'arbres et de buissons et aussi très peu de lampadaires. Et donc si l'homme n'a pas tourné à la station et qu'il n'a pas traversé la rue pour se cacher derrière elle, alors ça veut dire qu'il est encore sur le trottoir d'en face et qu'il peut être caché n'importe où, derrière une voiture, un buisson, un arbre, un jardin, et qu'il est peut-être beaucoup plus proche qu'elle ne le pense. Ok, donc Lisa se dit qu'il faut pas du tout traîner là et elle accélère le pas et arrive à l'intersection qui mène dans une petite rue qui elle-même mène à la grosse artère qui l'emmènera au métro. Le truc c'est que cette petite rue elle est assez longue et surtout elle est très sombre. Il n'y a pas de lampadaire, il n'y a que des locaux d'entreprise déserts et silencieux, et les lumières de l'artère passante qu'elle souhaite rejoindre semblent extrêmement loin. Et compte tenu de ce qui s'est passé il y a quelques minutes et de cette troisième possibilité qui est la plus probable et qui est pas hyper pipou, elle se dit que c'est peut-être pas la meilleure des idées que de prendre cette rue et de s'engager dedans toute seule. Alors elle change de plan, elle va faire un truc qui est beaucoup plus intelligent, elle décide de rester sur ce trottoir éclairé et de continuer tout droit. Ok, ça rallonge le chemin, mais en contrepartie, c'est éclairé et ça, c'est une super chose. Et par-dessus tout, elle va passer par l'endroit où se trouve le policier en vélo. Elle jette un regard derrière elle, personne. Ok, elle prend ses décisions, elle reste sur son trottoir et elle commence à avancer. Elle avance un petit peu, peut-être de 200 mètres, jette un regard derrière elle, personne. Et là, elle commence à se dire que peut-être qu'elle s'est fait un gros film, que c'était juste quelqu'un qui marchait seul, tout comme elle, et qu'il est parti à la station, et qu'il est loin, et que tout va bien. Elle se le répète encore et elle se le répète tellement qu'elle va même jusqu'à se sentir coupable de pas l'avoir aidé. Parce que si ça se trouve, l'homme avait vraiment besoin d'aide. Parce que visiblement, si cet homme ne l'a pas suivi, c'est qu'il était pas mal intentionné, et que du coup, il avait vraiment besoin d'aide. Ok, elle respire, la rue est toujours déserte, il lui reste encore 500 mètres à parcourir avant d'arriver au niveau du bloc où est posté le policier. Pour le rejoindre, il suffirait qu'elle se mette à courir pendant quoi? 1 minute 30? Mais pourtant, il y a une petite voix qui la retient de toutes ses forces et qui lui dit « Ne te mets surtout pas à courir, car c'est la dernière des choses à faire. » Car pour cette petite voix, qui est probablement son instinct de survie, une poursuite ne commence jamais vraiment tant que la proie n'a pas commencé à courir. Et ça, c'est pas vraiment déconnant, c'est même plutôt vrai. Et Lisa, elle sait pas d'où elle sort cette pensée, peut-être de l'enfance, peut-être d'un film, peut-être d'un reportage animalier. Mais toujours est-il qu'elle écoute cette petite voix et qu'elle parvient à ne pas courir malgré la peur qui lui tord le ventre. Alors elle marche. Rapidement, elle marche en regardant derrière elle, sur le trottoir d'en face, elle voit des ombres, beaucoup d'ombres. Elle accélère, elle regarde encore, toujours des ombres, rien que des ombres, mais la rue est déserte, rien de concret à l'horizon. Elle finit enfin par se rapprocher du bloc où le policier à bicyclette se trouve chaque nuit. Et au moment où elle aperçoit enfin la silhouette du vélo et du policier, Lisa démarre. Elle démarre et elle se met à courir de toutes ses forces, plus vite qu'elle ne l'a jamais fait dans sa vie.
Mais cela veut dire que si Lisa était prise en chasse, alors la poursuite vient juste d'être lancée. Mais Lisa, elle n'en sait rien, elle regarde plus derrière, elle fait juste le sprint de sa vie avec la peur vissée au ventre et les larmes qui lui montent aux yeux. Et puis, le policier la voit arriver. Le policier la voit arriver, il s'avance vers elle avec son vélo et lui dit « Mademoiselle, tout va bien ?» Et là, il y a toute la pression qui redescend, Lisa fond en larmes, elle se sent idiote. Elle répond que oui, ça va, je suis vraiment désolé, je me suis fait une frayeur. Elle sourit bêtement, elle commence même à rire d'elle-même parce que c'est fini, elle est sauvée d'une menace qui n'a jamais existé. Elle s'excuse encore, elle raconte qu'elle a cru qu'on la suivait et que c'est sa maudite imagination qui lui a joué un tour. Et là, le policier lui dit « Écoutez, y a pas de souci madame, ça arrive, faites attention pour la suite. Ah, et puis au fait, je vous trouve charmante, est-ce que ça vous dirait qu'on aille boire un café, un de ces quatre ?» Enfin du moins, Lisa aimerait que le policier lui dise ça. Mais le policier va pas lui dire ça, non, à la place, il va se mettre à la regarder, bizarrement. Enfin, pas elle exactement. En réalité, Lisa, elle comprend que le policier, il fixe un truc à une dizaine de mètres derrière elle. Là, il ouvre la bouche et dit un truc auquel Lisa, elle s'attend pas du tout. « Monsieur ? Monsieur, ça va, je peux vous aider ?» Et là, Lisa, elle entend une voix derrière elle qui répond « Non, merci, ça va. » Elle se retourne et là... Surprise, elle découvre la silhouette blonde du jeune homme à quelques mètres derrière elle. Elle comprend alors que c'était bien la troisième possibilité qui était la bonne, que l'homme l'a effectivement suivie en restant dans l'ombre, en marchant quand elle marchait et en courant quand elle courait. « Vous le connaissez? C'est lui qui vous suivait ?» demande le policier à Lisa. Et avant que Lisa n'ouvre la bouche, le jeune homme blond se retourne simplement, repart dans l'autre sens et disparaît dans la nuit. Lisa et le policier regardent le type s'éloigner pendant plusieurs longues secondes. Lisa finit par lui raconter toute son histoire, et le policier va lui proposer de l'escorter jusqu'à chez elle, chose qu'elle va accepter. Quand ils arrivent à la porte d'entrée, il lui demande si elle va faire une déposition officielle, mais Lisa, elle est complètement abasourdie par ce qui vient de lui arriver, et elle répond que non, car elle n'aura pas grand chose à dire, à part qu'un type lui a demandé de l'aide, qu'il était blond, qu'elle lui a crié dessus, qu'il s'est mis à la suivre, mais qu'il lui a rien fait. Ce qui du coup devrait pas mener bien loin. Lisa, elle a juste envie d'aller dormir, alors elle remercie le policier, elle ferme la porte de chez elle, la verrouille, et comme elle a peur d'allumer les lumières car celle-ci rendrait visibles les fenêtres depuis la rue, elle utilise une lampe de poche pour monter dans sa chambre. Elle s'allonge dans son lit et dans la chaleur suffocante de l'été, elle repense à toute cette histoire. Et là, elle ne peut pas s'empêcher de se demander ce qui se serait passé si elle n'avait pas sprinté sur la fin. Qu'est-ce qui se serait passé si l'homme n'avait pas été forcé d'abandonner les buissons et de sortir pour réussir à la suivre dans son sprint? Est-ce que le policier aurait vu l'homme? Ou est-ce que l'homme serait resté caché, regardant Lisa rentrer chez elle, la suivant jusqu'à sa porte, tapie dans les buissons, tandis qu'elle chercherait ses clés? Le mystère reste entier. Bonne nuit. Si tu veux continuer d'avoir peur, abonne-toi sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Instagram et ne manque aucun épisode.